Ok, bon, il est 18 h, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue donc dans ce webinaire sur les déchets alimentaires. Donc c'est un webinaire qui est organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, en soutien avec notre partenaire, donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En fait, on vous propose un webinaire par mois en fait, sur une thématique environnement. Donc là, vous avez déjà eu le recyclage des cheveux dans les salons de coiffure, les vélos cargo, vous aurez ensuite la consigne bouteille, etc. Et donc, nous, aujourd'hui, la thématique sera donc les biodéchets, et plus particulièrement les déchets alimentaires. Alors, je vais commencer donc déjà par me présenter. Donc, moi, je suis Flora Lele-Tavano, je suis conseillère environnement à la Chambre de métiers de l'artisanat de Haute-Savoie. Et aujourd'hui, je serai accompagnée donc de Patrick Loto et Clément Pifto, donc qui sont administrateurs au réseau Compost Citoyen, que je vais laisser se présenter brièvement. Je vous écoute, enfin, on vous écoute. Bonjour à tous, donc Clément Piveteau et Patrick Loto. Patrick Loto, on fait partie du réseau Compost Citoyen, donc qui est donc un réseau régional, national et régional, qui a pour objectif de faire monter en compétences et de mettre en lien différents acteurs du compostage dans la région. Donc aujourd'hui, le réseau est composé essentiellement de collectivités, donc de comités de communes et de syndicats de traitement, de professionnels du compostage, associations et entreprises, et également d'individuels. Voilà. Et donc, le but, c'est de promouvoir le compostage de proximité, qui est la solution la plus simple. Voilà. Super, merci à tous les deux. On sera aussi accompagné de 2 artisans que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, donc au niveau du sommaire, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà qu'on va parler du contexte réglementaire donc autour des biodéchets. On parlera de prévention et de tri à la source. On fera un zoom sur 2 solutions de valorisation. Et on écoutera justement nos 2 artisans pour un retour d'expérience, donc François-Xavier Delemotte et Vincent Brouty. Je vous parlerai aussi des accompagnements de la Chambre de métier. Là, vous avez vos caméras et micros coupés. Mais il y aura un temps questions-réponses à la fin, donc si vous voulez, vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. Et il y a aussi un onglet chat que vous avez donc en bas à droite. Donc là, vous pouvez échanger entre vous. Il y a aussi un onglet questions. Là, pour vraiment poser vos questions, vous pourrez les poser tout au long du webinaire. Et donc, vous allez poser des questions, mais moi aussi, je vais vous poser des questions. Donc, vous allez avoir des petits sondages qui vont apparaître sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à y... Alors, je vois déjà qu'il y a quelqu'un dans le chat, je regarde en même temps. Mais donc, il va y avoir des sondages qui vont apparaître sur votre écran. Je vais d'ailleurs faire un test tout de suite. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Hop, voilà. Normalement, vous l'avez sur votre écran. Autre chose, donc il y aura le PDF qui vous sera envoyé sur Livestorm à la fin du webinaire. Et le replay, il va vous être envoyé aussi et il sera disponible sur le site Chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, donc là-dessus, on peut commencer. Donc déjà, pour faire clair, pour être clair là-dessus, donc qu'est-ce que c'est que les biodéchets? Donc en fait, c'est d'une part, donc c'est des déchets organiques qui sont issus de ressources naturelles. Et donc c'est d'une part des déchets alimentaires, donc épluchures de légumes et autres restes alimentaires, et des déchets du jardin et de parc, donc taille de haies, tonte de gazon, feuilles mortes, etc. En sachant que nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les déchets alimentaires parce que ça va davantage concerner nos artisans. Alors, au niveau de la réglementation, donc en France, il y a une loi donc anti-gaspillage et économie circulaire, donc la loi AGEC, du 10 février 2020, qui nous dit qu'en fait, tout producteur de biodéchets est ou sera prochainement donc dans l'obligation de 1. Réduire ses biodéchets, 2. Les trier à la source et 3. Les valoriser. Donc, on va rentrer tout au long du webinaire dans le détail un peu de ces termes pour vous les expliquer. Mais au niveau des échéances, déjà, donc on peut déjà dire qu'en 2007, tous les gros producteurs, donc ça veut dire ceux qui produisaient plus de 10 tonnes par an, ils sont déjà concernés par cette obligation. Depuis là, le début d'année 2023, c'est aussi les producteurs intermédiaires, donc entre 5 et 10 tonnes par an. Et là, ce qui va peut-être vous concerner un petit peu plus, c'est que à partir de 2024, même 31 décembre 2023 pour être exact, tous les producteurs de biodéchets, donc quelle que soit la quantité qu'ils vont produire, ils seront concernés par l'obligation de
réduire, trier et valoriser leurs biodéchets. Donc, au risque de me répéter, c'est vraiment tous les producteurs de biodéchets, quelle que soit la quantité. Donc, ça veut dire que d'ailleurs, même les particuliers et les collectivités vont être concernés par cette obligation. Et donc, pour l'artisanat, donc nous, ce sera plutôt les métiers de bouche, donc c'est-à-dire boulangerie, pâtisserie, métiers de viande, restauration emportée, traiteur, fabricant de boissons, fromagerie, glacier, etc. Donc, pour faire un petit zoom sur les biodéchets vraiment, donc en fait, on parle des déchets alimentaires, donc c'est les déchets de cuisine et de table. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les déchets d'origine végétale, donc par exemple, épluchures de légumes, restes de fruits, farine, marc de café, drèche aussi pour les brasseurs. C'est aussi les déchets d'origine animale, donc c'est tous les sous-produits animaux, donc les SPAN de catégorie 3. Donc, c'est-à-dire tous les produits qui contiennent une part de produits animaux. Donc, par exemple, coquilles d'œufs, tous les produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, parce qu'ils contiennent justement du beurre, du lait ou des œufs, les produits laitiers, les restes de viande, de poisson, etc. Alors, ça ne concerne pas les SPAN de catégorie 1 et 2 que normalement vous ne retrouvez pas dans vos cuisines. Ça ne concerne pas non plus les biodéchets qui contiennent une fraction crue de viande ou de poisson. Et ça ne va pas non plus concerner les sauces et les boissons. Voilà un petit peu sur vraiment quels sont les biodéchets qui vont être concernés. Alors maintenant, c'est bien joli, on vous demande de valoriser vos biodéchets, mais en fait, pourquoi vraiment on vous demande ça? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les biodéchets, ça représente une part importante des déchets de nos poubelles. D'ailleurs, on parle souvent, rien que pour les particuliers, c'est souvent autour de 30, même plus, de biodéchets qui font partie de nos poubelles. Et en fait, les métiers de l'artisanat, ils font pas figure d'exception. Vous en avez aussi beaucoup dans vos poubelles. Donc, il y a un rapport là, du CNIDEP, du Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, qui a fait une enquête donc, en 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes et qui nous dit que, par exemple, dans les boucheries-charcuteries, 13% de leurs poubelles, c'est des biodéchets. C'est pareil pour les traiteurs. Les boulangeries-pâtisseries, c'est même 57% de biodéchets dans les poubelles et la petite restauration, c'est autour de 35%. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand vous jetez vos biodéchets dans la poubelle grise, ils vont être soit enfouis, soit incinérés. Sauf qu'en fait, quand on enfouit un biodéchet, il va émettre du méthane, donc qui est un gaz qui est 20 fois plus émetteur sur l'effet de serre que le CO2. Et donc voilà, en fait, quand on parle de valorisation des biodéchets, on essaye de proposer une alternative donc, à ces filières classiques enfouissement, incinération, et essayer de leur donner une utilité, donc c'est-à-dire en nourrissant d'autres hommes ou alors des animaux ou en produisant du compost, etc. D'ailleurs, on parle souvent d'or vert quand on parle de biodéchets parce que ça représente vraiment une ressource. Donc voilà, maintenant, pour revenir un petit peu sur la loi AGEC, donc la première thématique, c'était voilà, réduire les biodéchets, parce qu'avant même de valoriser les biodéchets, il va falloir quand même les réduire. Donc pour ça, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a une hiérarchie des modes de traitement qui a été des modes de traitement des déchets qui a été réalisée par l'Union européenne et qui se matérialise sous forme de pyramide inversée, qui en fait donne la priorité à la réduction à la source des déchets. Donc en fait, le bas de la pyramide, rapidement, ça va être l'élimination, comme je vous disais, donc enfouissement, incinération. La valorisation, ça va être le biodéchet devient un compost, où il peut être valorisé énergétiquement. Le recyclage, ça va être notamment le déchet, on va le donner à des animaux, par exemple. Ensuite, voilà, on passe au non-déchet, c'est-à-dire, par exemple, un produit que vous n'allez plus pouvoir vendre, vous pouvez quand même l'utiliser pour la consommation humaine, notamment via des dons à des associations. Et là, ce qui est encore mieux, en fait, c'est la prévention. Donc, c'est avant même que ça ne devienne un déchet, c'est prévenir qu'il en devienne un, tout simplement. Donc, c'est éviter le gaspillage alimentaire. Et il y a un pacte pour la lutte, contre pour le gaspillage alimentaire en France qui dit que qui donne un objectif de moins 50% de gaspillage alimentaire d'ici 2030. Et on se rend compte que c'est pas facile et que d'ailleurs les pertes et les gaspillages ils sont souvent sous-estimés chez les professionnels. Là, il y a une étude de l'ADEME qui date de 2016 qui en fait nous montrait que dans la restauration notamment, les professionnels avaient tendance à donner des taux de perte et de gaspillage faibles par rapport à vraiment ce qui était. On est à 9% et pourtant, ils sont plutôt autour de 27%. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu qu'on ne se rend pas souvent compte, mais c'est énorme le gaspillage alimentaire. Je vais vous poser une seconde question qui va apparaître sur votre écran.
Alors, pour savoir si vous mettez déjà en place des choses pour diminuer et valoriser vos biodéchets. Hop. Normalement, c'est bon. Alors, pour donner un peu des chiffres clés sur le gaspillage alimentaire et aussi pour répondre à la première question que je vous ai posée. Donc, en France, c'est bien 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées par an. Ça représente 16 milliards d'euros gaspillés et 18 milliards de repas perdus. Et si on prend une échelle plus petite, donc pour les métiers de bouche, c'est une enquête du réseau des chambres de métiers de Nouvelle-Aquitaine de 2016 qui a réalisé une enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises. Et donc voilà, c'est estimé, le gaspillage alimentaire est estimé à 3 tonnes de produits par an par artisan et environ 9 700 € hors taxe de pertes financières. Il y avait un autre chiffre qui donnait cette enquête, c'était que 70% des répondants, ils estimaient que leurs pertes alimentaires, elles se faisaient à toutes les étapes de leur activité, donc c'est-à-dire approvisionnement, stockage, fabrication et vente. Donc voilà, il y a du gaspillage alimentaire à toutes les étapes. Donc, comment faire du coup ? Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, des actions notamment. Donc, il faut différencier un peu actions de prévention. Donc, c'est-à-dire que c'est la prévention du déchet au cours du process de fabrication. Donc, c'est avant même que ça devienne un déchet, c'est prévenir que ça en devienne un. Et les actions de réemploi, c'est là vraiment où le produit a été créé. Et voilà, il faut lui trouver une utilité. Donc, pour les boulangeries, pâtisseries et restauration traiteurs, au niveau de la prévention, ça va être l'optimisation déjà de la gestion des stocks de matières premières. Donc, par exemple, ça va être, avant tout achat aux commandes, c'est vérifier les stocks et acheter en quantité adaptée. Passer des commandes régulières, peut-être en plus petite quantité, en priorisant le travail en flux tendu. Vérifier les dates de péremption à l'achat. Organiser le stockage des marchandises et faire la méthode premier entrée, premier sortie. Faire une vérification des stocks une fois par semaine au minimum, conserver les aliments dans de bonnes conditions, etc. Une deuxième action, ça va être la formation du personnel de cuisine et de service. Donc, bien s'assurer qu'ils font aussi attention de leur côté, qu'il n'y a pas trop de pertes et pas trop de gaspillage. Limiter aussi les excédents de production. Donc, éviter de faire trop d'invendus. Pour la restauration et les traiteurs, ça peut être des recettes anti-gaspi pour s'assurer de perdre le moins possible d'aliments. Au niveau des actions de réemploi, vous pouvez mettre en place des réductions en fin de journée, des paniers anti-gaspi. Vous pouvez transformer des invendus en nouveaux produits. Donc, par exemple, les pains de la veille, vous les faites en croûtons. Vous pouvez faire aussi le don de vos invendus à des associations d'aide alimentaire, en sachant que sur présentation des justificatifs, vous avez le droit à une réduction d'impôt. Et ça peut aussi être, vous faites don de certains invendus, pas des sous-produits animaux, mais à destination de l'alimentation animale, par exemple les pains. Et pour la restauration, la mise en place du gourmet bag ou des doggy bags, où les clients peuvent repartir avec leur reste. Vous pouvez aussi vendre des produits à date de consommation courte à prix réduit et aussi passer par des applications de revente d'invendus comme Too Good To Go, Phoenix ou équivalent. Voilà pour ça, c'est des exemples, c'est pas exhaustif, mais voilà. Donc voilà, une fois que vous avez réduit déjà le gaspillage alimentaire, c'est la première étape, il va quand même falloir maintenant organiser le tri de vos biodéchets, donc dans vos cuisines. Donc pour ça, il va falloir déjà définir votre production de biodéchets. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la quantité, quelle est la qualité de vos biodéchets. Donc vous pouvez pour cela réaliser une campagne de pesée sur 2 semaines où vous essayez de regarder un petit peu quelle est la quantité tous les jours de biodéchets que vous produisez. Et aussi, vous pouvez qualifier ces biodéchets, donc quelle variété, quelle densité, etc. Vous pouvez aussi identifier le flux, donc vraiment le parcours qui conduit aux biodéchets. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faudra choisir un matériel qui est adapté. Donc, est-ce que vous mettez des petites poubelles ou alors des bioseaux ? Et où est-ce que vous les mettez ? Il faut trouver des endroits stratégiques. Est-ce que c'est en dessous du lavabo ? Est-ce que c'est à côté d'un tel plan de travail, etc. Et ensuite, est-ce que vous avez des bacs poubelles dans lesquels vous transvasez vos bioseaux ? Et où est-ce que vous les stockez ? Il faudra trouver un espace de stockage qui peut être éventuellement réfrigéré pour stocker le biodéchet en attendant soit de le faire collecter, soit de le mettre dans un compost. Voilà. Alors, attendez, je vais juste vous poser une troisième question avant de passer à la suite. Hop, j'y arrive. Donc, c'est pour savoir, en fait, si vous savez estimer vos biodéchets déjà, parce que je suis curieuse de savoir si vous savez. Je sais que c'est pas... Je pense que c'est pas facile de savoir estimer ça. Hop, alors, donc maintenant que vous avez
réduit, trié, et ben maintenant, il faut quand même valoriser les biodéchets. Donc, il y a 2 grandes solutions qui s'offrent à vous un peu. Donc, ça va être le compostage de proximité et la collecte séparée, donc par un prestataire. Et donc, pour le compostage de proximité, je vais laisser Patrick Lotto et Clément Piveteau en parler. Ils sauront mieux en parler que moi. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, de nouveau, plusieurs solutions dont vous pouvez entendre parler. La plus simple, c'est le bac de compostage, parce que ça, c'est très facile à mettre en œuvre et puis à gérer. Mais vous pouvez entendre aussi parler d'autres solutions, composteurs rotatifs, électrocomposteurs, qui sont plus pour des spécialistes du compostage, hein. Donc, des gens qui récupèrent peut-être en collecte et qui vont utiliser des machines plus complexes et surtout beaucoup plus chères. Donc voilà, donc bac de compostage, c'est la solution la plus simple que les professionnels peuvent mettre en place quand on a des petits volumes, hein. Donc c'est important de retenir que c'est important de peser pour estimer le volume et utiliser le compostage. Donc on peut mettre effectivement tous les déchets alimentaires dans les bacs de compostage. On a besoin de mélanger à du broyat, donc c'est du broyat, de branchage, de telle manière à garder le compost bien aéré, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je rajoute que, effectivement, quand on parle de compostage en bac, on a toujours, en tout cas sur un site comme ça qui va collecter quand même pas mal de déchets, on installe toujours un minimum 2 bacs. Donc, c'est un peu l'image que vous avez. Le mieux, c'est d'avoir 3 bacs installés et chaque bac a un peu son rôle. Vous en avez un qui va justement stocker la matière carbonée dont Patrick parlait à l'instant, donc le broyat de bois. Vous avez un bac où vous allez déposer vos déchets et les mélanger à chaque fois avec un peu de broyat. Le bac d'apport. Le bac d'apport. Et le 3e bac qui va être un bac de maturation, donc dans lequel on va transvaser tout le contenu du 2e bac à un moment donné et on va laisser tranquille le compost se transformer. Donc on parle souvent de sites de compostage pour traiter des quantités assez importantes de déchets. On peut peut-être passer à la diapo suivante, Flora. Voilà. Donc effectivement, pour avoir un site de compostage avec 1, 2 ou 3 bacs, il faut de l'espace, donc il faut prévoir au moins 5 mètres carrés au sol. Ce n'est pas la possibilité de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir en tête que chaque cas est particulier, parce qu'on n'a pas la même quantité, on n'a pas le même type de déchets. Entre un boulanger et un boucher, c'est sûr que c'est différent. Donc, c'est important de qualifier le type de déchets, les volumes qu'on a, et puis voir est-ce qu'on a de l'espace pour ça. Donc, on prévoit 5 mètres carrés au sol pour 1, 2 ou 3 bacs. Effectivement, il ne faut pas que ça soit trop loin, il faut que ce soit très proche de telle manière que ce soit très facile au quotidien à gérer. Ensuite, l'étape suivante, c'est de savoir ce qu'on fait. Donc, il faut un minimum de formation, un minimum d'informations pour savoir comment faire le tri des biodéchets à la source. Et puis, ça peut représenter 1 heure à 4 heures par semaine pour la gestion d'un site de compostage. Ça me paraît beaucoup. 1 heure, à mon avis, c'est quand même déjà pas mal, sachant qu'il n'y a pas non plus des étapes qui prennent vraiment beaucoup de temps dans la gestion. Ce qui peut prendre un petit peu plus de temps, c'est l'étape qui arrive juste après, avec l'aération du compost, là, en fait, hein. Donc, on recommande de brasser son compost assez régulièrement. Donc, en général, c'est 1 fois par semaine. Mais ça peut être fait au moment où on apporte les déchets, en fait. Donc voilà, là, on a mis une estimation, mais ça peut être finalement, si vous êtes assez efficace, ce qui est souvent le cas quand on compose depuis plusieurs années, ça peut être un peu moins. Ouais. C'est plus 1 heure, effectivement, si on fait le griffage, brassage, donc aération du compost, à chaque fois qu'on rajoute un peu de matière, donc les déchets alimentaires plus les broyats, ça n'apporte pas énormément de temps en plus. Voilà, ça devient une routine au quotidien. Voilà, après, la dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire du compost. Là aussi, c'est une question importante. Quel est l'exutoire, ce qu'on appelle un exutoire pour le compost? Soit on a un jardin ou des espaces verts, on va l'utiliser sur place, soit on va en faire don. Donc ça, il faut rentrer un petit peu dans le détail de la situation de chacun pour voir ce qu'on peut faire.
Parce qu'effectivement, on peut pas, s'il y en a qui imaginent qu'ils peuvent peut-être le vendre, c'est pas si simple parce qu'il faut que ce soit normé. Donc, à notre niveau, là, si on est sur la solution simple du site de compostage avec des bacs, on est plus dans l'utilisation locale et du don. Voilà. Je reviens sur désigner un référent de site. Donc souvent, il faut quand même qu'il y ait une personne qui soit identifiée comme la personne qui va gérer un petit peu le site de compostage. Et là où nous, Réseau Compost Citoyen, on peut vous aider, c'est finalement en essayant de vous mettre en contact avec des professionnels du compostage qui sauront déjà vous aider à la mise en place et choisir le bon matériel, le matériel adapté pour vous. Et ensuite également pour vous aider pour la formation et pour l'accompagnement, la gestion du compost un peu au quotidien, en tout cas sur un premier cycle. Voilà. Donc c'est là où nous là où on peut intervenir et si jamais il y a des questions qui arrivent d'ici là, il ne faudra pas hésiter à passer via Flora pour les faire remonter chez nous au réseau Compost Citoyen. On pourra éventuellement vous donner des contacts de professionnels à proximité de chez vous. Parce que bon, si on rentre dans le détail, ça peut paraître compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est pour ça que l'aide d'un professionnel qui a de l'expérience et qui connaît différentes situations peut examiner effectivement quel est votre cas. Donc, il s'agit de faire un diagnostic et à ce moment-là, vous proposer les solutions les plus adaptées. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc compostage proximité, oui, quel coût? Forcément, c'est pas gratuit. Donc les bacs, c'est facilement 200 € le bac avec les biosols et poubelles. Mais ce qui est important, c'est aussi de vous renseigner auprès de votre collectivité quelle est leur implication. Alors honnêtement, c'est très variable. Ça peut être une implication assez forte avec la mise à disposition gratuitement de bacs. Ou alors carrément une réponse que j'ai déjà entendue, voilà, vous êtes un professionnel, donc allez voir des professionnels pour vous occuper de ça, mais on n'acceptera plus les biodéchets dans les poubelles ordinaires. Donc c'est très variable, mais il faut quand même leur poser la question. Voilà. Et des fois, on a des bonnes surprises, mais malheureusement, des fois, c'est pas si bien. Voilà. Et c'est là où, encore une fois, nous, en tant que réseau, on a aujourd'hui, on couvre avec nos adhérents une bonne partie de la région. Donc, on a déjà une idée un peu des collectivités qui sont dans la dynamique justement d'aider le compostage de proximité, que ce soit auprès des citoyens, mais également des professionnels. Voilà, donc effectivement, le matériel peut être assez cher, donc c'est toujours bien d'avoir une aide financière de la collectivité sur ce côté-là. Diapo suivante. Oui. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le compostage, n'hésitez pas, parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître compliqué si on rentre dans le détail. Donc, contactez le RCC, donc, ou Clément ou moi, ou l'adresse qui est dans la présentation. C'est notre coordinatrice au réseau Compost qui vous aiguillera vers les personnes les plus adéquates pour vous conseiller et vous guider. Voilà. Et sachant que on a quand même aussi des commerçants, des artisans qui ont déjà mis des expériences de compostage en place, donc soit en individuel, c'est-à-dire leur propre entreprise, soit mutualisé. Et on peut effectivement aussi vous mettre en contact avec ces personnes ou les collectivités qui les suivent. Voilà, puis je termine avec un petit exemple qu'on a pu observer ici au sein du réseau. Donc sur une collectivité en Auvergne qui a aidé à la mise en place d'un site de compostage partagé pour plusieurs petits artisans. Donc, il me semble qu'il y avait une productrice de confiture, il y avait une fleuriste. Voilà, donc il y avait différents artisans qui étaient à proximité. Et donc, la collectivité et la commune se sont mis d'accord pour leur mettre un site de compostage et sur lequel tous ces producteurs de biodéchets viennent apporter et gèrent une partie du site de compostage avec l'aide d'un agent de la commune. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent tout à fait se mettre en place, qui existent déjà et qui peuvent se mettre en place et qui permettent de mutualiser effectivement les coûts. On a parlé d'un investissement matériel, éventuellement un investissement en formation et en accompagnement.
Mais voilà, il y a des choses à inventer, à innover sur ce côté compostage de proximité. Et donc, voilà, comme Patrick, n'hésitez pas à faire remonter vos questions derrière via Flora ou directement auprès du réseau Compost Citoyen. Oui, je remettrai votre adresse mail sur l'écran à la fin. Comme Oui, ça, si les gens veulent la récupérer, ils pourront. Okay. Ok, et ben merci à tous les deux. Juste avant de passer à la deuxième solution, je vais juste vous poser une question pour savoir, vous, actuellement, qu'est-ce que deviennent vos biodéchets? Est-ce qu'ils sont pris ordures ménagères ou alors collecte ou compost ou autre, qui sait? Hop. Et donc, on va passer à la deuxième solution, donc, qui est la collecte séparée, donc par un prestataire. Et donc là, vous avez un peu deux choix. En fait, donc soit ça va être une collecte par la collectivité, donc si la collectivité le propose. Donc là, soit c'est un porte-à-porte classique, donc par camion, comme pour vos autres déchets. Il y a aussi la possibilité d'avoir des points d'apport volontaires dans certaines villes qui sont adaptés aux biodéchets. Donc vous avez un contenant pour les biodéchets et en tant qu'artisan, comme vous n'avez pas des grosses quantités de biodéchets, vous pouvez aller déposer vos biodéchets dans ces points d'apport volontaires. Et donc, si c'est pas un acteur public, donc ça peut être un prestataire privé. Donc là, pareil, on a le porte-à-porte classique en camion. Il y a aussi des porte-à-porte plus alternatifs, donc notamment en vélo cargo. Ça se fait de plus en plus. Et là, vous assurez un peu une solution un petit peu plus locale de proximité. Donc au niveau des étapes pour la collecte, il va déjà falloir identifier un prestataire. Donc voilà, savoir s'il y a une collectivité qui propose ça ou alors sinon un prestataire privé. Et là-dessus, vous avez un outil donc qui est fait par le SINDRA, donc l'Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes. Qui vous propose en fait de ressortir la liste des prestataires pour tout type de déchets, dont les biodéchets. Et là, donc, ça peut être intéressant. Vous avez la liste de vos prestataires qui proposent la collecte des biodéchets. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait proche de chez vous. Une fois que vous avez identifié le prestataire, va falloir organiser la collecte. Donc, à savoir que la collecte, il faut qu'elle se fasse quand même au minimum une fois par semaine. Et ça peut être plus, notamment en été quand il fait chaud. Ça peut être peut-être 2 fois par semaine. Ensuite, il va falloir avoir le matériel adapté, donc qui peut être notamment fourni par le prestataire. Et il y aura toujours cette notion de formation des salariés. Donc, les former au tri, à la gestion des déchets alimentaires pour s'assurer qu'ils respectent bien le cahier des charges des prestataires, notamment. Au niveau du coût, alors c'est très variable. Il y a une étude de l'ADEME qui estime que pour les producteurs de moins de 5 tonnes de déchets par an, c'est environ 1 210 € la tonne en collecte séparée. Mais voilà, il faut faire attention, c'est très variable en fonction du volume de vos déchets, de vos types de déchets, du prestataire. Donc, évidemment, il faut s'attendre à ce que ce soit forcément une solution qui est plus coûteuse que le compostage de proximité. Et au niveau de l'issue, un peu, une fois que vous faites collecter vos biodéchets par le prestataire, donc soit ils vont se retrouver dans un centre de compostage, soit dans un centre de méthanisation. Donc rapidement, pour vous expliquer, donc le compostage, ça va être un process avec oxygène, donc en plein air, sous forme de tas, comme vous le voyez sur la photo. C'est un processus qui est plus long, 3 à 6 mois. Alors que la méthanisation, c'est un process donc, dans des cuves, donc sans oxygène, sans lumière. Là, ça va être plus rapide, de 30 à 90 jours. Et ça va donner donc le compost, du compost, et le sous-produit de la méthanisation, ce sera soit du biogaz, soit du digestat. Maintenant, donc pour faire un peu une comparaison des deux solutions là qu'on vient de voir, donc les points forts déjà pour le compostage de proximité, forcément, ça va être que c'est au rythme de l'entreprise. Enfin, c'est vous qui gérez vos biodéchets, vos composts, donc vous êtes complètement autonome là-dessus. Il y a une valorisation du personnel par la formation qui peut être intéressante. Le coût est plus faible que la collecte séparée. Il y a aussi un avantage pédagogique qui peut être mis en avant auprès de vos clients. Au niveau des points faibles, forcément, c'est qu'il faut un espace extérieur qui ne soit pas trop loin du lieu de production. Il faut gérer quotidiennement le compost, on vient de le voir. Il faut l'approvisionner en broyat. Il faut trouver un exutoire pour ce compost. Et puis, il faut faire attention à la gestion donc, des produits carnés.
Au niveau de la collecte séparée, le gros point positif, ça va être forcément que c'est une gestion qui est externalisée. Donc là, à part trouver une façon de trier vos biodéchets, vous n'avez plus besoin de vous soucier du reste. Donc voilà, vous avez peu d'intervention, vous, de votre côté. Forcément, ça a quelques points faibles. Donc les coûts de traitement, comme on disait, ils sont forcément plus élevés que pour le compost et puis ils peuvent être variables en fonction du prestataire. Il faut savoir qu'il y a toujours la nécessité de bien préparer les déchets. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Il faut répondre au cahier des charges des prestataires. Et évidemment, un point négatif aussi, c'est que malheureusement, il n'y a pour l'instant pas de solution de collecte partout. Voilà là-dessus. Maintenant qu'on a regardé un peu ces deux solutions, je vous pose encore une question. Je vous embête en pas longtemps, plus longtemps. Donc pour savoir... Alors, excusez-moi, j'ai déjà posé cette question. Oui, sur quelle solution vous paraît la plus adaptée ou la plus avantageuse pour vous, pour votre activité? Hop. Voilà. Et alors oui, donc maintenant concrètement au niveau des prochaines étapes, qu'est-ce que vous avez à faire de votre côté? La première étape, ça va être de questionner votre chambre de métier. Donc déjà pour savoir quelle est la solution qui serait la plus adaptée. Est-ce qu'il y a des prestataires de collecte pas très loin et est-ce que nous, on peut les identifier? On peut aussi vous donner des exemples d'artisans qui font telle ou telle solution. Nous, on peut vous aider là-dessus. La deuxième étape, ça va être de contacter les prestataires de collecte qui sont proches de chez vous pour voir un petit peu l'offre qu'ils proposent. Et la troisième étape, ça va être d'enclencher la démarche, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai dit, 31 décembre 2023, il faudra y aller, il n'y aura plus le choix. Et maintenant, je vais laisser la parole aux artisans qui sauront beaucoup mieux en parler que moi. Donc, j'ai avec moi François-Xavier Delomotte, gérant de la boulangerie Aristide à Annecy, et François Brouty, donc président de la boulangerie Tartine et Bonne Humeur à Oulin. Je m'excuse, il devait y avoir un troisième artisan qui n'a malheureusement pas pu être là. Il était traiteur, donc dommage pour son témoignage, mais on est très content d'avoir déjà ces deux boulangers. Donc moi, je vais vous poser des questions à tous les deux et vous commencerez en vous présentant avant quand même. Donc je vais commencer par François. Alors je répète juste que niveau des questions, on les prendra à la fin. Je vois qu'il y a des questions, on fait très attention, on va essayer d'en louper aucune, mais on les prendra à la fin, après le témoignage des artisans. François-Xavier Delomotte, vous avez mis en place des actions pour réduire le gaspillage alimentaire au sein de votre boulangerie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actions et exactement de ce que vous avez mis en place? Oui, alors bonjour à tous. Donc François-Xavier Delomotte, gérant de la boulangerie Aristide. On est basé à Annecy. En 3 secondes, donc on fait pratiquement que des pains au pur levain naturel avec quelques pâtisseries. On ne fait pas de viennoiserie et 100% de notre production est certifiée bio par Alpe Control, donc AB. Alors au niveau des actions, comme vous l'avez mentionné plus tôt, le seul déchet, enfin le principal déchet qu'on n'a pas à générer, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on essaye de produire au plus juste notre production de vente, donc basée sur les historiques de vente des jours équivalents des semaines précédentes. Avec donc de façon à faire en sorte que idéalement, quand on ferme la boulangerie le soir, on n'a plus de produits. Alors parfois on réussit à quelques pains près, parfois on se loupe, soit on en a trop vendu, donc on n'a plus de produits avant la fermeture, et puis parfois on en a en trop. Quand on en a en trop, la priorité c'est qu'on les donne aux associations caritatives, en particulier la Croix-Rouge, le Secours Populaire, qui viennent de temps en temps récupérer des sacs chez nous. Donc on les appelle quand on a des invendus. Et également, on a la chance de travailler aussi avec la ville d'Annecy. Donc on s'est bien rencontrés et trouvés là-dessus. Donc on a en effet des seaux qui sont mis à notre disposition gratuitement par la ville d'Annecy et que la ville d'Annecy va venir récupérer 2 fois par semaine. Donc dans ces seaux-là, on va mettre dans le désordre nos œufs, des épluchures, des lunchs des employés, les restes de nos pâtes, le marc de café, des restes de farine, nos levains, etc. Donc on a, à ma connaissance, aucun biodéchet dans les poubelles. Tout va soit repartir vers des associations, soit
partir dans des seaux. Si jamais il y avait des biodéchets dont les associations ne voudraient pas parce qu'elles en ont trop, parce que d'autres boulangeries leur en donnent, au pire, j'ai 2-3 contacts à qui je peux donner mes invendus aux animaux. Une autre solution qu'on a trouvée, hein, qui, comme vous en avez parlé aussi, c'est de réutiliser ce qu'on n'a pas vendu. Donc, nous, on s'en sert pour des brioches perdues, des surplus de brioches, par exemple. Ça peut être du pain perdu, ça peut être du pudding au pain. On peut faire des cookies avec les surplus de pain. On peut faire des croûtons, en effet. Donc, il y a diverses petites astuces pour réutiliser ça. Et un dernier petit détail aussi, c'est que les employés aussi rapportent les biodéchets qu'ils ont chez eux. Donc, en plus des biodéchets de la boulangerie, puisqu'ils n'ont pas de compost chez eux, ils rapportent leur compost à la boulangerie, puis ensuite on envoie tout ça à la ville d'Annecy, qui s'en occupe pour composter le tout. Très bien, merci beaucoup. Alors Vincent Brouty, vous aussi vous avez une démarche qui est donc un peu anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples également? Parce que je sais que vous n'avez pas exactement les mêmes, donc ça peut être intéressant d'en parler. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, oui, évidemment, on est tous différents. Nous, on produit, j'ai les pâtissiers, on fait notre viennoiserie. Nous aussi, on fait du pain bio et des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt la façon de voir qu'une boutique ne doit pas être vide, donc on a plutôt tendance à produire plutôt beaucoup. Par contre, on essaye de jouer avec des produits qui peuvent se vendre sur 2 jours et des produits qui, au contraire, se vendent sur la journée. On a effectivement lancé une gamme de croûtons. Et étonnamment, ça marche de mieux en mieux. On travaille, nous, avec WeCompost, qui nous dépose des bacs les mercredis et qui les récupère le mercredi. Les restes que nous avons de pain, on les donne à 100% à des associations, que ce soit pour des jeunes installés d'Ukraine ou les restaurants du cœur ou peu importe. Donc, pour ce qui est de WeCompost, donc ça nous permet comme j'ai un cuisinier, bien toutes les épluchures, tous les déchets divers en pâtisserie et autres. Après, pour ce qui est de la pâtisserie, moi j'ai mis ça en place depuis très longtemps, de vendre des gâteaux congelés, parce que en fait j'avais travaillé chez des artisans qui décongelaient des gâteaux et qui les vendaient sur parfois 10 jours, donc je me disais que c'était un peu excessif et je me disais finalement autant le dire carrément que ce sont des gâteaux congelés. Et ainsi, on évite la perte, on a un choix et on évite le gaspillage. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre d'exceptionnel? Rien, mais on fait au mieux. Mais enfin, je crois que c'est quelque chose qui est bien entré dans les mœurs au niveau de l'équipe, en tout cas, parce que quand on a mis en place avec WeCompost ce système de bac, parce que nous sommes en ville, donc on n'avait pas de possibilité de mettre les récupérateurs en extérieur, eh bien, franchement, ils ont expliqué une fois, puis après, ma foi, ils ramassent toutes les semaines. Donc, je pense que s'ils avaient des problèmes dans ce qu'ils trouvent dans les bacs qu'ils ramassent, je pense qu'on aurait eu des retours. Donc, franchement, ça fait même plaisir parce qu'en fait, tout le monde joue le jeu. Et même, donc, justement, dans le gaspillage, dans nos productions, dans le fait de faire des croissants aux amandes ou des choses comme ça. Enfin, malgré tout, encore une fois, moi, j'essaye de ne pas avoir une boutique vide parce que je trouve que c'est détestable de rentrer dans une boulangerie à 3h, à 15h et puis d'avoir des rayons vides. Par contre, on a des solutions de produits qui peuvent se vendre sur 2 jours. On a quand même plein d'idées. Et souvent, finalement, les difficultés ou l'envie de ne pas gaspiller nous permettent de trouver des idées. Par contre, j'ai jamais sauté le pas à travailler avec des comment dire, les systèmes de prix en fin de journée, parce que nous, en fait, entre 17 et 19h, c'est presque là qu'on fait nos plus beaux chiffres d'affaires. Donc, alors, soit on peut les brader le lendemain matin, mais c'est un peu compliqué. Alors, quand on a des brioches de 3 choses, on fait 50% dessus, on fait quelque chose, et comme ça évite le gaspillage. Mais par contre, j'ai jamais eu envie de faire des lots en fin de journée, voilà.
parce que c'est des moments où on travaille très bien et je trouvais pas ça évident. Voilà. Par contre, on essaie de jongler sur des même si l'énergie a explosé, donc ça fait poser d'autres questions, mais on essaye aussi de jouer sur les cuissons, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Très bien, merci, c'est déjà pas mal. Bon, vous en avez tous les deux un petit peu déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment le parcours de votre biodéchet? Donc, une fois que vous êtes en cuisine, que où est-ce que vous le jetez, où est-ce que vous le stockez, quand est-ce que vient le prestataire, etc., etc. Du coup, je vais bien commencer avec François-Xavier Delomotte, s'il vous plaît, si ça vous va. Oui, alors, pour nous, donc ça a été mis en place, comme je disais tout à l'heure, avec la ville d'Annecy, qui est venue nous voir et en fait, on s'est contactés mutuellement. Les étoiles étaient alignées. Donc, ils mettent en effet à notre disposition des gros seaux de 20 litres. Je pense qu'on en a 4 ou 5. Qu'on met, donc on en met toujours un qui est en dessous de la plonge et pas très loin d'une poubelle. Et dès qu'on a des surplus ou des biodéchets, on va les mettre dans le seau. Une fois qu'il est rempli, voilà la photo de gauche. Une fois qu'il est rempli, on va les stocker à côté de la poubelle. Donc c'est une partie du local qui est beaucoup plus fraîche naturellement. Et ces seaux-là, une fois qu'ils sont remplis, donc ils sont stockés là, et la ville vient les récupérer le lundi matin et le vendredi matin, très tôt, et les échanger contre des seaux propres. Donc on les dépose une fois qu'ils sont pleins le lundi matin ou le vendredi matin, on va les mettre devant la boulangerie, devant la porte, et ils sont récupérés par la ville d'Annecy, et en échange, pour autant de seaux collectés, ils vont mettre autant de seaux propres. Donc on a toujours 5 seaux qui sont soit pleins, soit propres, mais voilà, ça ne reste pas en boulangerie plus de 3 jours. Très bien, merci. Du coup, Vincent Brouty, si vous pouvez un peu nous expliquer un peu le même process. Oui, alors, donc pour François, c'est Annecy qui a mis en place, c'est drôlement bien. Nous, c'est les commerçants d'Oulin, enfin l'association, qui ont, comme vous l'avez expliqué, ça va être obligatoire. Donc, plutôt que d'attendre que ce soit obligatoire, ils avaient mis ça en place il y a, je crois, 2-3 ans. Donc, ils m'avaient posé la question si ça m'intéressait. Donc, au début, ils nous ont aidés financièrement à participer à cette collecte. Moi, ça m'arrangeait énormément parce que les déchets, de toute façon, c'est un vrai problème en ville. On a des locaux qui sont jamais assez grands pour le stockage des poubelles. Et d'autre part, c'est évident que de jeter des choses qui peuvent être réutilisées n'ont pas de sens. Donc, on a mis des bacs. Donc, il y en a en pâtisserie où on fait un peu plus de déchets avec la cuisine et donc la pâtisserie. Et puis en boulangerie. Et puis petit à petit, on met à peu près tout, que ce soit ce qui reste du coupage de pain à la vente, que ce soit la farine qui se retrouve au sol quand on travaille. Enfin voilà. Et donc ils passent tous les mercredis matins en vélo. Voilà, donc il y a finalement un petit côté sympa. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour également. Super, merci. Oui, alors pour vous, François-Xavier Delomotte, quel a été l'élément vraiment déclencheur pour la mise en place de la collecte? Allez-y, ouais. Oui, ça a été en fait assez naturel parce que vu de par l'identité de la boulangerie, donc le souhait d'être le plus responsable possible au niveau de nos actions, le fait d'être 100% bio, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est à la base très conscientisée là-dessus. Donc ça a été, il n'y a pas eu besoin du tout de les sensibiliser là-dessus, presque plus de les faire patienter jusqu'à ce que le service soit disponible et qu'on trouve une vraie solution. Donc vraiment, il y avait une grande demande de l'équipe, de moi y compris, de trouver une solution très rapidement pour tous ces déchets-là. Donc ça s'est fait très naturellement. Tout le monde pratique déjà le compostage chez lui, soit si on a la chance d'avoir un jardin de faire du compost, et ou si on est en ville malgré tout de collecter du compost et puis ensuite de le confier à la ville d'Annecy par exemple ou à d'autres organismes.
Donc, ça a été très naturel de la part de l'équipe que de faire ça. Et comme je dis, donc il y a eu une vraie demande et voilà, ça se fait tout simplement. C'est presque mal vu au sein de l'équipe que de jeter quelque chose dans la poubelle. Il ne faut pas jeter quoi que ce soit d'organique dans la poubelle grise. Il n'y a aucune raison pour le faire. Ouais, super. Donc, c'est vraiment une demande de vos employés, quoi. C'est Ouais. top. Et pour vous, Monsieur Brouty, donc vous avez quand même une vingtaine de salariés à vos côtés. Donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de la transition, de l'organisation, etc., ça n'a pas du tout été un problème pour eux. Non. Alors moi, inversement, vous voyez, je dis pas que ça me donnait pas l'idée. Puis on essayait déjà de donner le maximum et d'éviter le gaspillage, bien sûr. Mais c'est vraiment la ville d'Oulin, enfin l'association qui a apporté cette solution. Et quand on m'a présenté ça, ça m'a semblé une évidence. En plus, quand vous avez des soucis de quantité de poubelles, finalement, c'est du bon sens. C'est évidemment le côté évitons le gaspillage. Et effectivement, sur le coup, je me suis dit, bon, il va falloir expliquer ce qu'ils vont bien suivre et autres. Et en fait, ça a été d'une grande simplicité. Bon, heureusement, j'espère. Enfin, vous vous rendez mieux compte que moi, mais je pense que quand même, globalement, ça rentre dans les mœurs qu'il faut éviter le gaspillage, qu'on a des solutions. En tout cas, encore une fois, ça se passe mais alors, divinement bien avec le prestataire. J'ai jamais eu de retour en disant ils nous mettent n'importe quoi dans les bacs. Moi, je les vois pas jeter quelque chose d'alimentaire, ou si ça arrive, c'est vraiment un accident. Normalement, ils ont un tout petit seau près de leur lieu de travail, et donc, au fur et à mesure qu'ils font des déchets, ils mettent dedans, et puis ensuite, ils vident dans le bac. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu le sentiment que ça s'est passé de manière vraiment très naturelle, très simple, ouais, ça c'est plutôt... Heureusement, il y a plein de choses positives dans nos vies. Super. Merci à tous les deux. Je vais arrêter là les questions parce qu'il va y avoir d'autres questions. Donc, je pense que ce sera plus intéressant qu'on réponde aux questions du chat notamment. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je pense que tout le monde aura un peu ses réponses à donner là, parmi les intervenants. Donc, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Ouais. Donc, Ludovic Doré nous posait la question, qu'en est-il pour les poissonneries SVP ? Alors, peut-être laisser la parole au RCC. Je ne sais pas si vous savez répondre. Sinon, moi, j'aurais tendance à dire que comme on disait que les portions de poissons crus ne doivent pas faire partie des biodéchets à valoriser, j'aurais tendance à dire que là-dessus, non. Mais je vais peut-être vous laisser la parole. Je ne sais pas si vous savez en dire plus. C'est compliqué, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à dire sur du compostage en bac de proximité qu'on va éviter les déchets d'origine animale, particulièrement en ville. Après, normalement, c'est un déchet organique. Normalement, ça se composte très bien. Après, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine expérience et puis être très rigoureux sur la gestion du compost. Voilà, après sur des collectes de déchets, donc ça c'est peut-être Monsieur Brouty qui pourrait en dire quelque chose là-dessus, mais il me semble que sur des collectes, après c'est composté sur des plateformes semi-industrielles, voilà, une grosse quantité, et ça pose moins de soucis en général. Après, c'est toujours quand on composte quelque chose, s'il y a principalement du poisson, c'est quand même délicat. Donc, il y a des expériences, je sais, dans d'autres régions de France, sur du compostage de produits de pêche. Mais c'est vrai que ça demande une réflexion assez importante. Et voilà, mais encore une fois, chaque cas est particulier. Il faut voir quels sont les types de déchets alimentaires à apporter et puis en quelle proportion. Parce qu'un compost, il fonctionne bien avec beaucoup de variétés. Maintenant, il y a toujours des solutions, mais voilà, il faut regarder au cas par cas. Et sur le poisson, ça existe. Bon, mais voilà,
d'une poissonnerie à l'autre ou des gens qui travaillent les produits de la pêche, ça peut être variable aussi, mais ça se fait, ça peut se faire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, oui, alors, nous on utilise, alors, ça n'a à mon avis rien à voir entre une boulangerie qui utilise un peu de poisson, un peu de viande et une poissonnerie. Évidemment, ce n'est pas du tout comparable. Moi, quand on fait des plats cuisinés, donc si on achète du poisson, en général c'est des filets, donc on l'utilise à 100%. Bon, après, admettons, au moment de mettre les portions, on fait tomber un morceau de poisson, bon, bah, il va passer dans le compost parce qu'il a été cuit. Je pense que ça aussi, déjà à la base, est-ce que ça a été cuit ou pas cuit? Si on se retrouve avec 10 litres de déchets, enfin, dans un bac de 10 litres de déchets de poissons crus qui restent comme ça pendant plusieurs jours, ça me paraît très délicat. Après, réfrigérer par réfrigérer, voire éventuellement congeler. Enfin, en tout cas, c'est pas ma situation. Moi, quand j'achète par exemple de la viande hachée, bon, bah, elle est utilisée à 100%, encore une fois. Quoi, voilà. En tout cas, on s'amuserait pas, je pense, à mettre des produits crus qui pourraient être un problème hygiène, quoi. Très bien. Merci pour vos réponses. Brillante intervention. Ouais. Pour répondre à Monsieur Rosier, donc je pense qu'il parlait du rapport du CNIDEP là, concernant les parts de biodéchets dans les poubelles. Et oui, ça concerne aussi les invendus pour les boulangeries, hein, le 57% qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser les composts en libre-service comme à Craponne? Oui, je pense qu'il parle des composts de ville. Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre, RCC, le réseau compost. Oui, effectivement. Donc c'est la métropole de Lyon qui a mis en place ce qu'ils appellent des bornes à compost. Donc en fait, c'est des points d'apport volontaires destinés aux citoyens. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces points d'apport volontaires, ils sont éventuellement accessibles par les petits producteurs de biodéchets. Donc normalement, oui, c'est possible en tant qu'artisan qui produit un peu de déchets, de venir déposer ses déchets dedans, quoi. Il n'y a pas trop de problème. Toujours pour vous, une question sur est-ce que c'est possible de mettre du levain et de la levure dans un compost? Est-ce que vous savez répondre à ça? Je vous pose peut-être une colle. Hein. Dans la mesure où c'est des produits d'origine biologique, donc ils sont compostables. Maintenant, pourquoi aller mettre du levain? Ouais, il vaut mieux le mettre dans le pain. Oui, voilà, exactement. Après, il faut voir quelle est l'origine. On va revenir sur éviter le gaspillage. Mais il faut voir quelle est l'origine de ça. Mais oui, en théorie, c'est compostable. Aucun problème. Ouais. Disons que plus il y a de vie, plus il y a de micro-organismes dans le compost, mieux c'est. Donc, si on en rajoute via le levain, pourquoi pas? Ouais, pour notre part, on a du levain, on en met tous les jours pour une bonne raison. C'est que quand on rafraîchit nos levains 2 fois par jour, il en reste toujours un petit peu parce que ça se rafraîchit, ça se nourrit. Les bactéries se comportent mieux quand il y a un petit peu de volume. Alors, on ne parle pas de gros volume, hein, on parle d'une centaine de grammes. Et en effet, on le met systématiquement dans le compost. Oui, comme vous l'avez dit, hein, plus il y a de vie, mieux c'est. Super, merci. Alors, Stéphane Signy avait beaucoup de questions. Je peux lui proposer de prendre la parole s'il veut. Il faudra sûrement cliquer sur le bouton « Participer » en bas de votre écran, ou alors je peux vous faire participer. Je ne sais pas si vous y arrivez. On peut peut-être attendre de voir s'il arrive et passer à la question suivante et on revient s'il arrive à prendre la parole. Alors, Iris Hernandez nous demandait quel coût mensuel ou annuel pour la collecte. Peut-être nos deux boulangers peuvent répondre là-dessus par rapport à vos expériences. Alors, pour ma part, il n'y a pas j'ai la chance de ne pas avoir de coût, autre qu'un coût en effort. Et puis, ce n'est pas des efforts. Donc, nous, alors, officiellement, ça ne nous coûte rien. J'imagine que c'est indirectement dans les taxes et compagnie, mais officiellement, ça ne me coûte rien. Donc, j'ai beaucoup de chance à ce sujet-là, à ce niveau-là.
Eh bien, nous, on a un coût. Pour être franc, au début, on a commencé, je me suis dit, mince, j'ai payé hier, impossible de me rappeler. J'ai fait le virement hier. Mais en tout cas, j'ai un coût, oui. Ça me choque pas, ça me paraît normal. De toute façon, en ville, les poubelles, c'est un coût important, nous. Puis j'avoue que ça me paraît tellement évident que ça me pose. Enfin voilà, je suis pas capable de vous dire. Je sais pas. Je crois de mémoire, il y a un prix fixe, le fait de poser les bacs, et après on paye quelque chose comme 2 € par bac, par passage. Mais voilà, je ne peux pas l'assurer. Je suis désolé, j'ai pas le montant exact. Pas de problème. Bon, j'arrive pas à faire participer. Ah, si, il arrive. Eh ben, Oui, voilà. c'est bon. Super. On vous Bonjour à écoute. tous. Quel timing. Ouais. Moi, en fait, ma question, elle est un peu spécifique parce que actuellement, je suis chef à domicile, mais je compte ouvrir une boutique de production de pâtes fraîches, en fait, donc type traiteur, on va dire, pour la fin d'année 2023. Et donc, ça va arriver juste au moment de l'application de ces mesures-là. Et mes questions, c'était, donc moi, je vais être dans Lyon. Est-ce que où est-ce qu'on peut stocker les biodéchets avant qu'ils soient collectés? Parce qu'on parle d'une collecte par semaine, maximum 2. Et donc, du coup, concrètement, dans un local, quels sont les points les plus adaptés pour que ça ne représente pas un risque sanitaire? Voilà, c'était la première chose. Quelqu'un veut répondre déjà à cette question? Moi, je peux répondre pour nous. Comme je disais tout à l'heure, donc les bacs, les seaux sont fermés une fois qu'on les a remplis. En fait, ils sont tout le temps fermés. Donc, si on rajoute quelque chose, on le referme automatiquement. C'est des seaux de 20 litres qui sont toujours fermés. Alors, ça ne garantit pas l'étanchéité absolue, mais voilà. Et une fois, comme je disais, une fois qu'ils sont pleins, ils sont près des poubelles, donc le plus loin possible du lieu de production et dans une partie de la boulangerie qui est naturellement plus fraîche. Enfin, fraîche étant, alors c'est pas frais, mais c'est stable, donc entre 15 et 20 degrés, un petit peu plus l'été, mais pas tant. Voilà, et en effet, ça reste 3 jours au plus, donc c'est quand même 3 jours, mais du fait que les seaux soient bien fermés. Jusqu'ici, je pense pas qu'il y ait eu de problème d'hygiène. Enfin, j'en vois pas vraiment la raison, quoi. Et puis pour un petit détail aussi, c'est que nous, on est 100% végétarien aussi, enfin, en tout cas la boulangerie. Donc, il n'y a pas du tout de produits animaux hors coquilles d'œufs, etc. Donc, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, etc. Où il me semble, sous contrôle d'autres personnes ici, ça pourrait éventuellement être un potentiel risque accru en termes de délai dans le seau. Nous, c'est que du végétal. Donc, j'imagine le risque est d'autant moindre à valider par d'autres intervenants. Parce que moi, en termes de déchets, il y aurait principalement, effectivement, des coquilles d'œufs. Ça sera un peu de farine, surtout beaucoup de coquilles d'œufs, quelques déchets type végétaux et un peu de viande, je pense, mais en proportion, coquilles d'œufs. La difficulté, Pour moi, il n'y a pas de... La difficulté, elle est surtout si on vient stocker effectivement des quantités importantes, hein, puisque les déchets vont avoir tendance à se tasser. Et c'est là où ça peut provoquer un peu des odeurs, des choses comme ça. Mais en 3 jours, franchement, il y a déjà pas beaucoup de risques. Et puis après, voilà, vous parlez de coquilles d'œufs, un peu de viande. En fait, ça ne devrait pas être trop problématique, je pense. Et si vous n'avez pas d'endroit où stocker comme M. Delmotte à Annecy, à Lyon, vous aurez les points d'apport volontaires qui se mettent en place, qui vont maintenant toucher de plus en plus d'arrondissements. Donc voilà, si ce n'est pas des grosses quantités, il suffit d'avoir ces bioseaux dans lesquels vous gardez pendant quelques jours vos biodéchets et puis vous allez les vider au point d'apport volontaire.
Je me permets d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps tourne. Il y a quelqu'un qui a répondu par rapport au coût de la collecte privée à Lyon, qui dit qu'il fallait compter environ 1 euro par kilo pour un volume de 20 kilos par mois et 2 collectes. Ça peut être un premier élément de réponse. Il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait un risque d'impact sur les populations de rongeurs par rapport aux collecteurs de déchets urbains. Je ne sais pas si ça savait répondre à ça. Moi, j'ai encore jamais eu une souris depuis qu'on a ouvert, donc non, les bacs sont fermés. Sur le problème, alors du coup, les ramassages sont moindres que François-Xavier, parce que c'est qu'une fois par semaine. Alors évidemment, les problèmes, ça pourrait être l'été quand il fait vraiment très chaud. Donc en boulangerie, c'est quelque chose près, c'est que de la farine. En pâtisserie, donc il arrive qu'il y ait un peu de produits carnés, charcuterie ou des choses comme ça. Donc quand il fait très chaud, à la limite, on va peut-être mettre des choses, parce que j'ai mon local poubelle qui est réfrigéré, donc on peut mettre à cet endroit. Mais on n'a jamais eu de souci d'odeur et encore moins, pas du tout de rongeurs. En tout cas, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais non, ça nous a posé aucun souci, non. Après, là, la question, c'est sur les collecteurs de déchets urbains. Donc, j'imagine que c'est les points d'apport volontaires. De toute façon, les rongeurs, les rats, il y en avait avant qu'ils arrivent. Donc, après, c'est juste, c'est juste essayer de gérer les populations. La vraie différence, là, pour le coup, entre un collecteur donc, qui est ramassé par un camion et un composteur ou un site de compostage collectif, c'est qu'il y en a un qui… alors, je ne sais pas à quelle fréquence ils sont ramassés à Lyon, mais je crois que c'est tous les 2-3 jours. Et le site de compostage collectif, lui, va être brassé régulièrement aussi. En fait, ça va simplement, le fait que des gens passent et déposent leurs déchets régulièrement sur un site de compostage, ça crée du mouvement autour du site qui fait que, en général, les rats et les souris ne s'arrêtent pas véritablement sur ces endroits-là, quoi. Du fait de la présence de l'homme. Donc, pour moi, ça n'impacte pas véritablement. Après, forcément, on leur met un peu de nourriture à disposition. Ils sont présents avant. Ils peuvent venir voir un peu ce qui se passe, quoi. Très bien, merci. Monsieur Rosier demandait si, parmi nos 2 boulangers, vous utilisez un crumbler pour revaloriser le pain de la veille. Ou est-ce que vous trouvez des recettes adaptées ? Pour ma part, comme je disais, non, moi j'ai pas de crumbler. On a en effet quelques recettes adaptées, puis on a les surplus. Enfin, on donne les surplus, donc on gère les surplus en termes de revalorisation. J'en ai pas encore trouvé d'utilité, mais je vais explorer ça, pourquoi pas. Mais entre les recettes avec les surplus et puis les surplus en tant que tels qui sont donnés aux associations, on gère ça, on minimise ce qui s'en va au compost. Oui, alors moi j'avoue que j'ai entendu parler, mais j'avoue que j'ai pas de connaissances sur ces pratiques. Je sais qu'il y a une bière qui se fait à base de pain également. Enfin, il y a des choses. Tout à l'heure, François parlait d'utilisation dans des cookies aussi. Ça, j'ai également entendu, mais j'avoue que moi, je suis pas connaisseur du tout sur ces sujets-là. Ça montre qu'il va falloir que je me bouge, mais voilà, pas de connaissances particulières là-dessus. Ça marche. Après, je pense qu'il faut, si je peux me permettre, je pense que pour tout ce qui est réutilisation de surplus, faut voir les choses en face. C'est pas non plus, je veux dire, si on a 10 kilos de pain, on va pas faire 10 kilos de cookies ou de pain perdu, etc. Donc, c'est une partie qui va partir là-dedans. On va pas crumbler, je sais pas si je peux dire ça, les 10 kilos pour en faire de la chapelure, etc. Donc, je pense que le mieux est quand même d'éviter d'en arriver là, d'une façon ou d'une autre, parce que de réutiliser ça, c'est à la marge, c'est plus, entre guillemets, anecdotique qu'autre chose, pour ma part en tout cas. C'est vrai que moi, par habitude, par expérience,
souvent, quand on a voulu utiliser quelque chose pour éviter le gaspillage, au final, soit on fait un produit pas terrible, soit voilà. Donc effectivement, il vaut mieux dès le départ essayer de mieux réfléchir dans sa production. Mais évidemment, puisqu'on entend de plus en plus parler, je me dis que c'est peut-être une voie malgré tout intéressante. Tu as parlé alors, par exemple, moi, je suis pas amateur de pudding parce que j'ai eu faire du pudding de manière absolument lamentable. Mais en réalité, mon pâtissier, il n'y a pas très longtemps, il en a fait et j'ai été obligé de dire que c'était pas mal du tout. Donc, comme quoi, des fois, il faut changer d'avis. Et on en parlait, sauf erreur, il existe aussi de l'incorporation de pain dans des productions de pain. Et pareil, avant, c'était absolument interdit puisque c'était la maladie du pain filant, hein, qui utilisait du vieux pain qu'on mettait dans l'eau. Bon, bref. Et voilà. Mais c'est bien, il y a toujours des nouvelles idées qui arrivent et dans l'eau, il y a des choses très intéressantes et c'est parfait. Super. Mais merci. Je réponds, j'avais vu une question de Stéphane Ossini par rapport aux sanctions en cas de non-application. Donc, apparemment, il peut y avoir des amendes, hein, vraiment, si on ne respecte pas cette réglementation. Donc, j'ai trouvé une amende de 75 000 € au plus. Et il y a même des peines d'emprisonnement. Donc, voilà, pour vous donner un peu l'idée, c'est apparemment, si on ne respecte pas cette réglementation, voilà, il y a punition derrière. On pourrait se faire gronder. Voilà, on va se faire taper sur les doigts. Je pense qu'on a pu répondre au maximum de questions. On va peut-être s'arrêter là. Il est 19h05. Bah oui. Le temps tourne, le temps passe vite. Pour revenir rapidement sur les chambres de métier, nous on est vraiment à votre service par rapport à ça. On peut vous accompagner, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, on peut aussi vous accompagner sur d'autres thématiques, sur environnement, mais pas que. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Je vous laisse là la carte avec un peu les différents contacts sur les départements, si vous voulez nous contacter. Donc, n'hésitez pas. Ah, une autre question est apparue. Ah, une petite blague de Bertrand Perret. Du coup, les taxes d'ordures ménagères baissent, pour interrogation. Je plaisante. Voilà, et je vais aussi, je pense, remettre le contact de Réseau Compost Citoyen. Je vais faire un retour rapide. Excusez-moi, je vais remettre la première diapo pour que vous ayez les adresses mail. Excusez-moi, ça va un peu vite. Hop, voilà. Donc, contact@aura.reseaucompost.org. Et s'il n'y a plus d'intervention, oui, les coordonnées sont dans la présentation, exactement. D'ailleurs, je vais mettre la présentation dans le partage de fichiers tout de suite. Hop. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant, c'est de ma faute. Et on a eu des petits retours des sondages. Je voulais juste vous en parler, notamment sur les solutions qui paraissent les plus adaptées, avantageuses. Donc, on a eu pour 17 votes, on a eu 59% pour le compostage de proximité et 41% pour la collecte par un prestataire. Donc, c'est intéressant. Apparemment, c'est plus le compost qui vous parle. Peut-être au niveau des coûts. Et actuellement, que deviennent vos biodéchets? Donc, c'est surtout du compostage quand même. Donc, il y a déjà des artisans qui ont mis en place ça. Donc, compostage privé. Ensuite, c'est ordures ménagères. On avait autre. Je serais curieuse de savoir ce que c'est que autre. Et ensuite, collecte par un prestataire privé à 12%. Donc, voilà pour ces deux réponses. Merci à tous pour votre participation et merci particulièrement donc à tous nos intervenants, donc Patrick Loto et Clément Piveteau de Réseau Compost Citoyen. C'était très enrichissant et merci évidemment à nos deux artisans boulangers, donc François-Xavier Delomotte et Vincent Brouty. C'était très intéressant d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Je vous remercie en tout cas, et n'hésitez pas, vous recevrez le replay de ce webinaire par mail. Et voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.